Bienvenue, oula, attends, je vais recommencer. 1, 2, voilà. 1, 2. Vous êtes toujours à l'écoute du 666. L'émission, c'est Split Screen. Elle vous accompagne jusqu'à 22h et quelques. Et on va vous parler de cinéma. Et en l'occurrence, juste pour dire quel morceau on vient d'écouter, parce qu'on a écouté du Hans Zimmer. Alors, c'est plus récent, c'est année 2000. Alors là, c'était pour un film avec Nicolas Cage qui s'appelait The Weatherman. Et il avait une autre main gauche, là. Là, c'est John Levin. D'accord. Film, donc on se disait hors antenne qu'on se souvient même plus en fait du pitch de celui-ci. Je crois qu'il y a des problèmes avec sa fille, je crois. Oui, il traverse une période de crise existentielle. C'est pas de Gore Verbinski. Si, quand même, ouais. Mais bon. Voilà. Donc, je vous informe quand même que j'ai pas eu le temps de vous dire tout à l'heure. On a reçu un petit texto de Chloé qui nous écoute, donc on la salue. On l'embrasse bien fort. On lui souhaite bon courage puisqu'elle travaille. Mais ça a été l'occasion pour elle de nous envoyer en fait son top 5. Donc comme ça, je pourrais me faire sa voix pour donner son top. Sa voix. Sa voix. Je vais être sa voix pour pouvoir. C'est limité là pour savoir si c'est bien elle ou pas. Non, je crois savoir ce qu'il y a dedans. Voilà. On doit avoir des films en commun, je pense. Je pense qu'on a des films en commun. Mais en tout cas, je le donnerai tout à l'heure et on aura peut-être l'occasion de développer très rapidement la semaine prochaine quand elle sera là. Je suis sûr qu'elle a mis le Hobbit. Ah tiens, j'allais dire j'avais pas pensé, mais non en fait c'est pour une bonne raison. Allez, on va avant de parler du top 5, on va commencer tout de suite avec le festival Télérama, donc avec la sélection faite qui se termine ce soir. Voilà, qui se termine ce soir. Ça n'a aucun intérêt quoi. Si, comme ça nous permet de revenir les DVD. Oui, pour les sorties ça DVD. Ça nous permet de revenir sur la film et puis quand même conseiller un petit peu aux gens qui ne les auraient pas forcément vus. Allez, je vous les donne comme ça très rapidement toute la sélection et puis on s'arrêtera sur certains en particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant tout, c'est que le festival Télérama au Caen et les alentours de Caen, c'était quand même au Café des Images, qui avait qu'une petite partie de la sélection de Télérama. Oui. Et que voilà. Donc il n'y avait pas au Luxe aussi. Non, c'est une année sur deux. Ah d'accord. Voilà. Okay. L'an prochain, ça sera au Luxe. Par contre, dans les multiplex, ils avaient quand même, me semble-t-il, rediffusé certains films, me semble-t-il. Oui, mais en même temps, t'as la concurrence du festival. Enfin, c'est pas un festival, c'est une semaine UGC. Le film qui avait le plus marché en 2012. Ah oui, donc ça peut être ça en fait qui s'est chevauché. Alors, je vais donner très rapidement les titres et puis on s'arrêtera sous les films. Donc il y a eu Oslo, 31 août, il y avait Tech Shelter, il y avait Moonrise Kingdom, il y avait Margin Call, il y avait Holly Motors, il y avait Tabou, il y avait Dans la maison, il y avait Camille Redouble, il y avait Amour, il y avait The Deep Blue Sea, il y avait Les Adieux de la Reine, Adieu Berthe. Comment ? À la Reine. À la Reine, pardon, je sais pas ce que j'ai dit. Les Adieux de la Reine. Ah d'accord. Killer Joe, De Rouilledos, Elena et Les Enfants Loups, un film d'animation. Alors, on s'arrête... Alors, Tech Shelter, c'est vrai que moi, je l'ai pas vu. Tech Shelter, que j'ai vu. Ah, tu as vu, d'accord. Que j'avais vu au Luxe, qui... Alors, mais après, il a fait beaucoup parler de lui. Moi, j'ai vu la bande-annonce et j'étais resté un peu circonspect devant. Donc, voilà, c'est peut-être un des films, justement, à l'occasion, je vais peut-être me refaire, puisque s'il est choisi par Télérama, quoique, parfois, je me pose des questions sur les choix de Télérama. Peut-être l'occasion de le refaire en DVD, je sais pas, je vais te... Alors, c'est Tech Shelter. Chloé avait pu le voir, elle, au festival américain directement. Moi, je l'ai vu quand il a été diffusé au Luxe. C'est vrai qu'on en parlait beaucoup. Je sais qu'il y a des copains à moi qui le considèrent vraiment comme le meilleur film qu'ils ont vu l'an dernier. Ah oui. Moi, quand je l'avais vu, j'étais plutôt c'est sympa. Mais après, je trouve qu'on le met à un niveau tel que je trouve pas qu'il soit. Enfin, on le met un peu trop haut. L'histoire, très rapidement, si je m'en souviens bien, c'est l'histoire donc du personnage de Michael Shannon qui travaille je sais plus, les ouvriers ou je sais plus quoi. Et en gros, il sent en lui que la fin du monde est proche, tout ça, donc il va y avoir toute une psychologie faite dessus. Donc il va un petit peu se renfermer et enfermer sa famille dans un petit peu sa folie à lui, quoi. En gros, c'est ça, si je me souviens bien. Et pourquoi il a été tant censé pour l'interprétation, par rapport à la réalisation, l'ambiance, etc. Qui, c'est vrai, qui sortait au-delà. Tu vois, par exemple, les bêtes du Sud sauvage. Alors je me demande s'il avait pas eu le prix d'ailleurs, Tech Shelter, quand il était passé au festival américain de Deauville en 2011. En 2011, je crois qu'il avait eu le prix. Mais là, tu vois, je trouve que c'est beaucoup mieux parce que justement, ce que je reprochais aux Bêtes du Sud sauvage, c'est ce côté un peu indépendant américain, caméra portée, à l'extrême et tout ça, qu'on voit beaucoup dans de films indépendants américains et surtout quand on fait les festivals comme ça. Et là, justement, ça sortait du lot. C'était un peu plus profond, c'était un peu plus... il y avait
vraiment des thématiques qui étaient, je sais pas, le film vraiment avait beaucoup de profondeur. Et moi, c'est vrai que je suis sorti, je trouvais ça quand même bien. Mais après, au point de l'encenser à ce point, un peu surestimé. Voilà, pour moi c'est surestimé. Je l'ai surestimé. Je l'ai ressenti comme tel. Michael Shannon effectivement est vraiment très bon. Bon, après, on se rend compte que Michael Shannon, on l'utilise toujours un peu dans des rôles un peu barjot entre guillemets qu'on peut voir dans Boardwalk Empire. Il a quand même un rôle assez agent du FBI, agent du FBI un peu pervers et très voilà. Après, je sais plus dans quoi d'autre qu'on le voit. Il a un peu ce style de rôle dans Les Noces Rebelles. De Sam Mendes aussi, voilà, il a un peu un rôle de barjot quoi à chaque fois. Alors moi je trouve pas qu'il est bon, il est même très bon, mais j'aimerais bien qu'il le répertoire évolue quoi chez lui, même si voilà il a un gros talent d'acteur. Donc alors conseil ou la sortie moi DVD, je le conseille sortie DVD. En plus il a dû sortir en DVD, je suis même pas sûr. Non mais parce que les gens maintenant vu que la semaine s'arrête. Je sais pas, moi je suis plutôt, oui, je le conseillerais, mais à la fois si vous pouvez le louer quoi, on va dire, plutôt que de l'acheter. D'accord, donc à découvrir, vous en faire votre avis quoi, puis après, avant. Vous verrez si vous voulez faire l'acquisition pour. D'accord. On continue tout de suite avec Moonrise Kingdom. Alors là, je pense que de ton côté, c'est. Ah ben oui, mon ça côté. Va être dithyrambique. Oui, c'est dithyrambique. Moi, c'est Wes Anderson. Là, c'est le film qui m'a. De toute façon, il fait partie du top 5 cette année. Ah bah, c'est déjà de 2012. T'as déjà révélé, d'accord. Bah mais en même temps, il y en a 2 dans la semaine Télérama qui vont être révélés, mais après, on sait pas à quelle place. D'accord. Et donc voilà, mais pour moi, c'est vraiment le film qui m'a mis sous le charme dès que je l'ai vu. Alors après, c'est vrai qu'on peut y voir trop de plasticité, tout ce qu'on pourrait trouver, les défauts de Wes Anderson, c'est souvent qu'on dit ces films sont surtout esthétiques, qu'il y a pas de fond. Moi, je trouve que là, c'est quand même, je trouve qu'il est arrivé à un truc où on sent qu'il parle de lui, on sent que il y a tout un mélange, c'est à la fois enfantin, à la fois non, il y a un mélange d'animation, vu qu'après, juste avant, il avait fait Fantastic Mr. Fox. On sent qu'il s'est un peu attribué tout ça et qu'il a fait un mélange un peu détonnant et qui, moi, je trouve que c'est le film vraiment le plus rafraîchissant que j'ai pu avoir en 2012. D'accord. Donc, voilà. Conseil, là, il est évident. À 100%. Margin Call, je pense que ça va être plus en me retournant du côté de Jackie. Oui, parce que celui-là, j'ai failli le mettre dans ma liste. Ah, t'as failli le mettre? J'ai failli le mettre, parce qu'il fallait en déterminer que 5. Quoique si Shame, on le squeeze. Oui. Vu que c'est plutôt un film de 2011, je le mettrais bien, parce que moi je trouve que on en avait parlé et on avait salué en fait à partir donc en fait on avait estimé que c'était un film qui expliquait un petit peu la crise pour les nuls. C'était un film qui était la crise de la subprime 2008 qui à l'origine c'était esquissé c'était une évocation un petit peu de là où c'était parti, pas nommément en fait, explicite. Il arrivait à concilier la trame d'une sorte de thriller parce qu'il y avait il respectait bien sûr ce qui s'était passé en nuit en fait. Donc on est un petit peu dans le dispositif du huis clos en une nuit, en une unité de temps. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que dans les on faits, est à la veille en fait. Dans les faits, en une nuit, il y a une banque qui s'est écroulée et qui a en fait découlé en fait la crise qu'on a connue. Tout à fait. Et ce qu'on avait aussi, on était communément d'accord sur la chose, c'est qu'il ne se permet pas de juger en plus les bons, les méchants. C'est pas manichéen, simplement un constat et qui montre aussi que de l'intérieur, les personnes. Oui, parce qu'en fait, le film il démontre les mécanismes humains et non pas les mécanismes boursiers ou économiques. On comprend pas plus comment l'économie fonctionne, mais on voit comment les humains en fait se laissent dépasser et comment ils gèrent en fait. Alors au regard, alors là pour le coup, et pour 2 films qui sont sortis la même année, un beaucoup sur le tard, on a le film moi je trouve c'est un film exemplaire, Margin Call, pour revenir. Ne commence pas à spoiler ton top flop. Avec le Capital qui alors là, on est dans le grotesque quoi. Je t'avais dit de pas spoiler ton top flop. Tu peux pas t'empêcher. Oui, mais bon, c'est important de faire le lien parce que ça reste quand même. C'est vrai. Ça renforce la qualité du film qui est, pour le coup, je sais pas si il a eu un succès estime en salle. Je sais pas si Margin Call. Ah, si. s'il est repris de toute façon la semaine Télérama, c'est que ça un succès critique, mais il a eu un succès critique, ça c'est clair. Je pense qu'on est d'accord. Je crois que Chloé aussi. On ne peut que le conseiller. En plus servi par un très bon casting. Mais là vraiment un très très bon casting. Donc vraiment à voir à la fois pour la réalisation, le côté un peu étonnant. On en reparlera peut-être justement avec le stratège, avec comment en fait créer un suspense à quelque chose normalement qui s'y prête absolument pas. Et génère et puis une compréhension de la façon dont parfois les choses échappent totalement à des gens qui sont censés être décisionnaires. Donc Margin Call qu'on
ne peut vraiment que conseiller. Le film suivant, Les Motors. Je crois que Chloé l'avait vu, mais je crois qu'aucun d'entre nous trois ne l'avait vu. Donc il paraît que c'était le retour de Léo Carax. Alors j'ai entendu, oui, il y en a, c'était ouais, c'est génial, et autant il y en a qui disaient non, c'est de la branlette. Voilà, j'ai entendu ça. Voilà. Après, tout dépend comment tu considères le cinéma de Carax au départ. Oui, voilà. Non, moi je sais pas, j'avais envie de le voir et à la fois non, parce que moi les Amants du Pont Neuf, bah oui, c'est pas celui que je retiens. Moi je préfère Boys Meet Girl par exemple, tu vois. Ouais, voilà. Mais après, je pense qu'il a eu aussi un petit peu l'effet melon, lui. Et bah ouais, mais son effet melon risque de revenir, c'est ça le problème. Bah découvrir pour ceux qui connaissent déjà peut-être. En tout cas, le cinéma de Léos Carax. On continue avec Tabou. Ah, oui. Alors là, je sais pas vers qui me diriger. J'ai pas vu, mais il y a moi qui l'ai vu là. Alors, Tabou. Ah non, mais Tabou, oui, c'est pas tabou du tout. Et moi, je dis qu'il faut aller le voir absolument, quoi. C'est voilà. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Tout simplement pour la beauté du film en lui-même. C'est aussi que le film part... en fait, le film est divisé vraiment en deux parties. Il le dit clairement, première partie, deuxième partie. Et c'est la première partie, c'est vrai que ça nous décontenance, parce qu'on sait pas trop où on est. Tout le film est en noir et blanc, déjà. Et la première partie nous décontenance parce qu'on suit les traces l'histoire d'une femme et qui a comme voisine une vieille un petit peu qui perd un peu la tête, quoi. Enfin, on sent qu'elle a les débuts d'Alzheimer et donc cette personne âgée va décéder. Je spoil là en rien parce on s'en doute. Et un homme qu'elle avait connu dans son enfance, en fait, va revenir et va raconter l'histoire à cette voisine-là, son histoire. Et là, on part sur une deuxième partie qui est pas muette. On va dire qu'on n'entend pas les dialogues, mis à part une voix off, donc la voix off de l'homme, et les sons. Mais quand les personnages jeunes, ils se parlent entre eux, alors c'est pendant l'époque coloniale, je sais plus de quel pays. C'est ça. Oui, c'est en Afrique. Et là, le film prend toute son ampleur parce que on est vraiment dans le pur cinéma en lui-même, quoi. C'est beau ce qu'on voit, c'est retentissant et ça reste en tête. Et je sais même pas comment vraiment il faut pas tout dire à ce film. J'ai même pas de développement critique à faire parce que pour moi c'est un ressenti. Des fois il y a des films qui se résument pas, hein, et simplement au niveau on ressort et on fait waouh. Ouais, ça se sent sentiment en sortant de la salle. Et là, c'est vrai que moi c'est un collègue à moi qui m'a dit faut que tu ailles le voir, vas-y. C'est vrai que la première partie on se demande où on part, mais après on comprend tout sur la fin et on fait waouh. Chef-d'œuvre, quoi. Parce qu'il est sorti en plus très récemment, il est sorti début décembre. Le Luxe l'a passé, fin novembre, début décembre. Moi, j'ai pu le voir grâce à la semaine Télérama. La symbolique du crocodile qui est sur l'affiche et qu'on voit dans la bande-annonce, il y a une raison. Oui, il y a une raison. Mais ça, il faut voir le film. D'accord. Voilà, il faut voir le film, mais moi celui-là, mais je le. Voilà. D'accord. Je le conseille, c'est vraiment voilà. Mais je peux pas développer mon top 5, donc forcément j'en reparlerai un peu plus après. Donc jusqu'au 22, oui, c'était juste. Oui, voilà. C'est ça. Alors on continue avec Dans la maison que avait vu Chloé, me semble-t-il, et moi aussi. Et toi aussi. Alors là, par contre, je sais pas pourquoi. J'ai pas trop envie de dire que de ce que vous m'aviez raconté ou ce que vous nous avez raconté pendant l'émission, je ne comprends pas pourquoi il est dans cette Voilà. situation. Alors moi, je ne comprends pas parce que le film, moi, au bout d'un quart d'heure, j'ai fait, je commence à m'emmerder. C'est tout. Du point de vue de Télérama, c'est parce que c'est Ozon, c'est tout. Peut-être parce que c'est Ozon, un copain. Parce que, peut-être un pote, parce que c'est un nom. Un nom parce suffit. que voilà, Chloé avait plus aimé que moi quand même, elle était un petit peu moins dure que moi, mais moi au bout d'un quart d'heure, je commençais à m'emmerder profondément et je trouve que c'est un film voilà quoi, c'est un film qui s'oublie quoi. D'accord. Bon on l'oublie. Lucchini fait du Lucchini, ça fait longtemps. Voilà, enfin non, mais il y a rien de il y avait pourtant une idée à développer, mais il reste dans son truc, dans son bain, et voilà, il fait pas plus, il va pas plus loin, il va pas plus. Bon on va pas non plus s'attarder dessus. Bon là, je comprends pas que ça soit là-dedans, quoi. Bon, Chloé aurait été là, elle aurait peut-être un petit peu plus défendu, mais bon. On va passer de suite à Camille Rodoul, qui a été un succès. Je suis le seul à pas l'avoir vu ici. Public. Moi, il est dans ma liste. Ouais. Et il est dans ta liste, d'accord. Bon, on le garde pour tout à l'heure, on en reparle tout à l'heure, alors. Amour. Alors, Amour, moi je suis toujours aussi mitigé face à ce film. Un film émotionnellement fort qui repose beaucoup sur l'interprétation. À ce propos, Emmanuel Riva est nominé aux Oscars. Pour le pour meilleur Amour. Meilleur rôle. Ah, parce qu'il y a le meilleur rôle féminin étranger. Pour comment Marion Cotillard elle avait bien été nominée pour La Môme.
Et de Jean Dujardin aussi. Ah oui. Ouais, voilà. Ouais. Okay. Ceci dit, donc Marion Cotillard, Tintin pour l'Oscar cette année, c'est bien mérité. non. Tu parles du film qu'on évoquera tout donc à l'heure. Amour, ouais. Il y a un autre film au sujet similaire qui est sorti la même année. J'étais partagé et je pense que mon cœur a penché beaucoup plus pour l'autre. Mais Amour, oui, moi c'est un film qui m'a, sur certains aspects, m'a touché. La mise en scène, bon, ça c'est dû à une queue, hein, c'est très. Il privilégie beaucoup les espaces vides, les personnages. Donc qui bouge pas, c'est ça? Non, le côté très statique de mise en scène, il y a très, c'est très épuré. C'est très au niveau rythmique, c'est très monocorde, c'est très. On peut y trouver un certain ennui. Il y a un côté aussi. Par moments assez contemplatif. Ensuite, on n'adhère pas. Le sujet est aussi. C'est bizarre. Contemplatif, c'est pas le terme que je. Non, ouais, vers la fin, pour Amour, c'est plus pas contemplatif, mais c'est posé, je dirais peut-être. Ouais, plus voilà, posé que contemplatif. Je trouve il y a un côté contemplatif. Non, mais pour Amour, la dernière partie du film, je trouve il y a un côté contemplatif. C'est assez curieux d'ailleurs. Ça c'est. Dans la phase terminale de l'état du personnage, tu vois, il y a, et même la dernière séquence qu'on n'expliquera pas, il y a un côté. C'est une séquence qui a une certaine forme de violence, mais il y a un côté, je sais pas, là, il y en a. Par moment, la caméra a un certain amour pour ses personnages, quoi. Et je trouve qu'il y a une queue. Enfin bon, c'est une question de sensation, d'émotion. Moi, le film, si vous ne l'avez pas vu en salle, donc il a très bien sa place dans la sélection, et toi tu le conseilles vraiment. Ouais. Oui, il a sa place, oui. On va continuer avec The Deep Blue Sea que personne n'a vu, me semble-t-il. Non. Voilà, donc c'est très bien. J'en ai vu un autre, moi, mais c'est les Peurs Bleus. The Deep Blue Sea, c'était. C'était le film de Rémi Harlin, Peur Bleue. Oui. Ouais, c'est vrai. Les adieux à la reine. J'ai loupé. Lui, c'est pareil, je me demande ce qu'il fout là. Tu l'avais vu? Moi, je l'avais vu. Alors, moi, j'avais été assez déçu au final. Il y avait les avis étaient partagés. Moi, les avis étaient partagés. Ouais, il y en a qui aiment bien. Moi, après, je trouve ça, voilà. Non, il y avait une partie que je trouvais historiquement intéressante et plutôt bien foutue. C'était la partie où elle va un petit peu dans les sous-sols et il découvre le nom des têtes qui vont tomber. Et là, c'était vraiment bien foutu. Après, le reste, pour moi, c'est bien une sorte de servante ou oui, c'est une liseuse en fait de Marie-Antoinette, liseuse de la reine en fait et voilà, et c'est après non, moi ça m'avait pas passionné, si tu veux. Le seul moment qui m'a passionné, ça doit durer 5 minutes dans le film. C'est un peu dommage. Oui. D'accord. Adieu Berthe. J'ai pas vu moi de Podalides, il paraît que c'est très bien. Bon, oui, a priori tout le monde en dit du bien. Après là je pense que ça va être un peu plus unanime. Killer Joe. Ah oui, je pense qu'on avait tous été d'accord avec Chloé pour trouver ce film vraiment le retour de comment dire de Friedkin en fait, ça faisait un petit moment, et c'est vrai que là il est rentré par la grande porte. Il y a certains qui ont du mal on va en parler, sortir, d'autres qui reviennent mais qui font des entrées discrètes ou qui sont toujours là, et voilà. Mais là Friedkin, là il nous fait quelque chose mais déjà avant il nous a fait Bug qui était vraiment bien. C'est ça, il a fait Bug juste avant. Ouais, mais il n'y a pas de grands souvenirs de Friedkin sur des films. C'est vrai que faut remonter un petit moment pour avoir de bons souvenirs de Friedkin. Et là, par contre, en plus, servi par un Matthew McConaughey. J'arrive jamais à McConaughey, voilà, qui nous avait habitués à même s'il est encore là capable de se montrer torse nu, qui est un peu sa marque de fabrique. Il adore ça. Mais voilà, il montre en fait une palette et un registre de sa possibilité en fait de jeu d'acteur qui est faut pas désespérer. Non, mais c'est vrai qu'on se moquait de lui. Ça fait longtemps qu'on se moque, même s'il a fait plein de films, dont des nanars quand même. C'est les trucs avec le trésor. Je sais plus, j'ai plus le titre en tête. Faudrait que je retrouve ça. Benjamin Gates. Non, Benjamin Gates, c'est Nicolas Cage. Non, mais c'est marrant parce que un peu dans pendant longtemps, McConaughey, j'ai longtemps confondu avec celui qui est mort là, qui faisait le Joker. Je trouve Ledger. Ouais. Mais mais il était toujours un peu dans une sorte de second rôle, un peu pas comique, miné, souvent de rôle de miné aussi, dans les comédies à deux balles. Là avec ce film, puis il avait aussi Magic Mike qui est sorti cette année, qui était pas du tout dans le même registre, mais qui montrait aussi on va dire une palette un peu différente de son jeu d'acteur. Et c'est plutôt plaisant. J'ai l'impression que je vais faire une mauvaise analogie, mais comme le bon vin, j'ai l'impression qu'en vieillissant, il fait partie de ces acteurs qui se bonifient. Alors peut-être parce qu'il sort du fait qu'il prend de l'âge, il sort du côté un peu
miné, voilà, donc il a plus forcément l'âge pour jouer les minés, donc une maturité. Voilà, mais pas forcément de jeu, hein, mais c'est juste qu'on n'arrive plus à le caser dans le rôle des minés. Voilà. Donc Killer Joe, on va pas vous raconter l'histoire, on peut juste vous dire que vous connaissiez Friedkin ou non, faut voir ce film. C'est vraiment un film d'ambiance. On est bien quand même dans l'univers un peu des flics, films de flics, hein, un film de films de truands quelque part. On est vraiment dans ce côté un peu là où on peut. Si vous connaissez un peu Friedkin et ses sujets de prédilection, vous serez pas si éloigné que ça, même si encore une fois. On est plus sur, on va dire, un film quand même d'ambiance que un film, comment ça s'appelle, un film de thriller policier comme on a pu déjà voir et connaître chez lui. Mais voilà, c'est quand même un univers, me semble-t-il, qui maîtrise déjà la base et qui connaît. C'est un film de conflit familial, c'est ça au départ. Oui. Hein, et puis se greffe après. Ouais, mais il y a du truand, il y a quand même des trucs. Un peu un mélange de genres. Voilà, un peu un mélange de genres. Mais voilà, très très bien servi avec une bonne brochette d'acteurs, donc on ne peut que le conseiller. On va passer tout de suite à De Rouille et d'Os. Moi que j'avais particulièrement adoré, hein, il fait partie de mon top. Voilà, donc il n'a pas usurpé on va dire, son estime, donc pareil. Moi voilà. Donc j'en parlerai tout à l'heure. Hein, moi j'ai l'impression, d'accord. Voilà, c'est pour ça que tu es muet. Bah oui, non, c'est pour ça. Tu as raison. Parce que là, j'ai spoilé 2 de mes top en troisième là en plus. Allez, Elena. Pas vu. Donc toi, t'as aimé les orques et les crocodiles cette année, c'est bien. Ouais, je suis très animalier cette année. Oui, très dans le bestiaire des prédateurs. D'accord. Voilà. Elena, non, rien à dire, on n'a pas vu. D'accord. Et les enfants loups que j'ai malheureusement pas vu. Voilà, que j'aurais dû traiter puisque c'est un film d'animation. Bah oui, et là, voilà, c'est un film sur lequel En plus, c'est quand même celui qui a fait Summer Wars que moi j'avais particulièrement adoré. La traversée du temps, le premier qui était vraiment super, et Summer Wars aussi. Et là, hop, on est passé totalement à côté. Moi, le premier, je regrette, mais je me ferai une séance de rattrapage en DVD et je vous en reparlerai. Ouais, et tu me le passeras. Exactement. Écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette sélection. Je pense que vous avez déjà, Noël est passé malheureusement, mais vous allez avoir un anniversaire dans l'année. Je suppose s'il n'est pas déjà passé, donc vous pouvez déjà à partir des conseils et des quelques films qu'on a abordés, en plus du top 5 qu'on abordera tout à l'heure, peut-être commencer à vous faire une petite sélection, une liste de cadeaux. Voilà. On va enchaîner tout de suite avec un autre morceau extrait d'une sorte de medley ou d'une autre sélection dans Zimmer, parce qu'il est déjà 21h15. Ouais, alors la 4, tiens, par exemple, ça doit être court. On va écouter la 4. Et puis, on va se retrouver après ce morceau qui dure le temps que la machine veuille bien se mettre là. 1 minute 22, très bien, une petite respiration. On va s'écouter ce morceau d'Hans Zimmer et on se retrouve tout de suite après avec l'évocation de notre début de Top 5. Comme ça, vous pourrez... Non, tu voulais pas faire d'abord... oui, le stratège. Et puis le baseball. Le baseball. On va parler un peu de baseball dans l'émission. Voilà, et on finira après, ou du moins on continuera après avec ce qui pourra vous servir de... comment on appelle ça, wishing list pour vos prochains anniversaires. Alors, on s'écoute ce morceau d'Hans Zimmer, on se retrouve tout de suite après.